et je vous rends la parole. Merci à toi, docteur Gelpi, de nous avoir partagé une si belle conférence et je suis sûr que la plupart des participants ont senti ton intégrité vers l'allaitement maternel et ça fait vraiment plaisir à entendre. On va passer aux quelques questions. Docteur Telki. Oui, docteur Sba, qui participe avec nous aujourd'hui de façon importante, quelles sont les pratiques que vous faites dans votre service? Alors, dans notre service, j'ai pas voulu, parce que vous avez vu que l'allaitement maternel, on peut pas le cerner en 20 ou 25 minutes. J'ai pas parlé de l'unité kangourou, je n'ai pas parlé de la salle de lactation. Dans notre service, on a une unité de néonatologie pour accueillir les nouveau-nés. Ils peuvent être admis avec leur maman. Et la salle de lactation, là où les mamans sont pratiquement conseillées par les puéricultrices pour la mise au sein, et une unité kangourou pour accueillir les prématurés. D'ailleurs, on a deux GG qui sont hospitalisés hier et avant-hier en unité kangourou pour prendre en charge cette question d'allaitement maternel. Et voilà, donc l'unité de soins intensifs, c'est surtout pour les bébés qui posent problème. Et pour cela, généralement, on commence l'allaitement soit par gavage, soit par l'allaitement à la seringue après 24 heures si le bébé présente des complications voilà, telles que la détresse respiratoire ou autres complications. Voilà. Docteur Slimane te pose la question, la grossesse et l'allaitement. Est-ce qu'une maman enceinte peut allaiter? Alors, c'est une très très bonne question, qui est très très pertinente, parce que l'allaitement maternel ne contre-indique pas, c'est-à-dire le bébé peut téter alors que sa maman est enceinte. Il n'y a aucune contre-indication. Mais si la maman présente une pathologie quelconque, c'est-à-dire une anémie, ou bien elle se fatigue, ou bien elle a un problème qui peut contre-indiquer l'allaitement, là oui. Mais l'allaitement maternel en lui-même n'est pas contre-indiqué. D'ailleurs, j'ai enlevé une photo, mais j'aurais dû la laisser. Il y a un nouveau-né de même pas 2 mois avec son frère de 3 ans qui tètent en même temps, l'un tète un sein et l'autre tète l'autre sein. Et donc, ça veut dire que l'enfant de 3 ans n'a pas arrêté d'allaiter, d'être allaité. Et donc, ma réponse est oui. Une femme enceinte, même au 2e, 3e mois, jusqu'au 2e trimestre, elle peut allaiter, mais elle a le libre choix d'arrêter du moment où elle peut se fatiguer ou présenter c'est-à-dire un quelconque problème. Voilà. Alors, Ahmed Benrani te demande, les facteurs psychologiques tels que le stress maternel peuvent conduire à la diminution de la production du lait maternel. Ben oui, c'est sûr. Le stress est l'un des facteurs les plus importants. Il faut gérer ce stress. Il faut mettre cette maman en confiance. Il faut lui expliquer que l'allaitement maternel est une façon de vivre bien et de partager des moments agréables avec son enfant. C'est très, très important, l'apport psycho-affectif mère-enfant. Si une maman ne veut pas allaiter son bébé, ben, vous pouvez ramener tous les médecins du monde, tous les charlatans pour lui faire comprendre qu'elle doit allaiter. Elle ne pourra pas allaiter. Et si une maman veut allaiter, même si elle a, je l'ai dit tout à l'heure, même si elle a des petits seins, même si elle a, la production n'est pas très, très importante, elle peut continuer à allaiter le plus normal du monde. Lina te demande comment conserver le lait maternel. Je pense que tu as parlé. Comment le transporter et comment le réchauffer. Donc, c'est une question que j'ai traitée avec les slides. Bon, je ne vais pas revenir sur les slides, mais je vais détailler un petit peu. Donc, le lait maternel, il peut être conservé à la température ambiante. On peut l'utiliser dans les 4 heures qui suivent. C'est-à-dire, on peut le tirer et on peut le donner au bébé dans les 4 heures qui suivent. C'est-à-dire, s'il demande maintenant, puis 2 heures, 3 heures après, on peut lui donner ce même lait. Donc, il se conserve dans le réfrigérateur à plus 4 degrés jusqu'à 4 jours.
et encore plus. C'est-à-dire, on dit 4 jours pour que les gens n'abusent pas, parce que voilà. Et on le décongèle, on le réchauffe dans un bain-marie et on donne juste la quantité voilà, que le bébé, dont le bébé a besoin. C'est-à-dire, s'il est dans une période où il a besoin de 60 ou 90 millilitres, il vaut mieux réchauffer juste 60 ou 90 millilitres. Il ne faut pas réchauffer de plus grande quantité parce qu'elles ne seront pas remises au réfrigérateur tout à l'heure. Hein. Il faut les jeter 1 heure après. Et on peut le congeler à moins 18 degrés pendant 6 mois. Donc, il faut juste étiqueter, mettre avec un feutre indélébile la date du prélèvement et mettre dans des petits sachets qui ne dépassent pas les 100, 150, voire 200 millilitres pour ne pas gâcher, c'est-à-dire jeter les quantités de lait voilà, de façon très, très importante. Voilà donc comment préparer. Je te demande aussi, est-ce qu'on le conserve sous sa forme liquide ou asséché? Comment? On le conserve sous sa forme liquide. Sous sa forme liquide, on le conserve sous sa forme liquide, que ce soit au réfrigérateur ou bien au congélateur. Donc, j'ai enlevé plusieurs slides concernant le lactarium parce qu'il y a des questions, c'est sûr et certain, sur le don de lait qui est un don gratuit et qui se développe en Europe et en Occident. Et donc, ce qu'ils font, c'est beaucoup plus le conserver sur sa forme initiale, c'est-à-dire liquide, et on le congèle. Voilà. Alors, pour Dr Slimane Mahfoud, te demande allaitement et antigène HBS positif. Alors, allaitement et antigène HBS positif, c'est une question qui est très, très importante parce que maintenant, il faut savoir si la maman est HBS positive, elle est sous traitement ou bien on vient de le découvrir. Si on vient de le découvrir, on peut arrêter l'allaitement temporairement en attendant de mettre la maman sous traitement. Du moment où elle est sous traitement, il peut être allaité, c'est-à-dire les immunoglobulines. Normalement, il aurait reçu la vaccination, j'allais dire la vaccination anti-HBS, et ça fait partie du traitement. Et puis les immunoglobulines chez la maman. Donc, elle peut allaiter le plus normal du monde après. Alors, Aït Yella Amiro, je te demande, fente labiopalatine est une contre-indication à l'allaitement? La fente labiopalatine, alors ça dépend quel type de fente et le degré, parce qu'on travaille en coordination et en collaboration avec nos confrères, les chirurgiens dentistes. Et donc, une fente labiopalatine peut poser des problèmes de la façon dont il doit téter. On n'arrête pas l'allaitement maternel en lui-même. On peut le donner à la cuillère pour qu'il n'y ait pas de fausse route, parce que le problème, c'est l'anatomie. Soit on le donne en petite quantité, soit on le donne par gavage les premiers jours en attendant de faire l'empreinte et de réparer cette fente palatine ou labiopalatine. Par contre, les fentes vélaires, c'est des petites fentes de 0,5 à 1 cm. On introduit juste le petit doigt donc, et on retrouve une fente vélaire. Ce n'est pas du tout un argument pour arrêter l'allaitement maternel. Donc, ce n'est pas une contre-indication, on n'arrête pas, mais il y a d'autres moyens pour faire parvenir le lait à ce bébé. Dr Bourras te demande quelle est la contraception de référence pour maintenir l'allaitement. Donc, je me suis entretenu avec nos confrères, les gynécologues. Généralement, ils utilisent les œstroprogestatifs microdosés et le Cerazette. Généralement, ils utilisent le Cerazette. Voilà, pour ne pas entraver avec la montée laiteuse et avec la production de lait. Voilà, donc c'est les contraceptifs microdosés. Alors, un spectateur anonyme te demande, est-ce qu'il y a des actions de sensibilisation et d'information pour l'allaitement maternel prévues d'être introduites en avant dans le cursus scolaire? Dans le cursus scolaire? Oui.
J'ai pas très bien saisi la question parce que le cursus scolaire, c'est Il y a des l'éducation. informations sur des programmes d'information et de sensibilisation en amont dans les cursus scolaires. Alors, moi, ce que je peux dire, c'est que il faut revenir au carnet de santé qui a été réalisé par nos aînés, par nos chers professeurs. Il faut revenir à la page 66, 67 sur le carnet de santé qui est très important. Et il faut élargir l'utilisation du carnet de santé et revenir à ces informations qui sont très importantes. Mais pour revenir à la question, je suis d'accord pour que les manuels scolaires soient dotés ou bien un programme pour mieux faire comprendre les enfants scolarisés et leur expliquer voilà, l'allaitement maternel. Mais à ma connaissance, pour le moment, non, il n'y a pas eu d'action voilà, directe avec le ministère de l'Éducation pour introduire un programme pareil. Mais je comprends le monsieur parce qu'il faut passer aux informations par les médias, c'est-à-dire utiliser la télévision, utiliser la radio, et parce que l'allaitement maternel, 7% en Algérie, c'est trop peu, hein, 7% à 6 mois, c'est trop peu, alors que dans des pays comme la Norvège, les pays scandinaves, la Suède, ils sont à 60% à 6 mois et à une année. Donc, on est loin. Donc, il faut utiliser les gros moyens, les médias et faire parvenir ces informations au bas âge, c'est-à-dire les enfants scolarisés. Il faut leur faire comprendre que l'allaitement maternel, c'est très important. La dernière question, Hakim, pour coller à l'actualité, est-ce qu'une maman Covid positive peut-elle allaiter son enfant? Alors, c'est une question à laquelle je me suis attendu parce que, voilà, donc, que ça soit chez nous ou dans les différents services de maternité et de néonatologie en Oranie, en tous les cas, la conduite à tenir est la suivante. Si la maman est Covid positive et elle est sous traitement, même si elle est sous chloroquine, hydroxychloroquine et l'azithromycine, elle doit continuer à allaiter, elle doit continuer à donner le sein, mais avec les mesures d'hygiène et de protection. C'est-à-dire, elle se lave les mains, elle lave les seins bien comme il faut, elle donne le sein avec, c'est-à-dire, elle porte une bavette, et voilà, quand elle termine l'allaitement maternel, elle se met à distance de son bébé, c'est-à-dire, elle le met dans un berceau à 1,5 mètre, voire 2 mètres. Ce sont les recommandations. Hein. On est très loin. On n'a pas vraiment de recul. Il n'y a pas d'études très approfondies là-dessus. Mais c'est les recommandations. En cas de mère Covid, elle continue à allaiter et après l'allaitement, elle se met à distance 1,5 mètre, voire 2 mètres de son bébé. Voilà. Il n'y a pas de traitement. Hein. Il n'y a pas de traitement pour le bébé. Alors, je remercie tous les orateurs. Je remercie le professeur Boustara pour sa participation dans le symposium avec notre laboratoire Novalac. Nous remercions aussi. Je remercie le docteur Jellouli, je remercie le docteur Jahlat pour leur participation. C'était extraordinaire, c'était très intéressant. Moi, j'ai vraiment appris beaucoup de choses et j'ai adoré. Merci encore pour vous. La Société pédiatrique de l'Ouest vous donne encore rendez-vous la semaine prochaine pour un autre webinaire avec des thèmes encore plus intéressants. J'espère que vous allez être très nombreux. On vous donnera le programme ainsi que le lien au courant de début de la semaine prochaine. Je remercie aussi tous les membres du groupe de la Société pédiatrique de l'Ouest et surtout le bureau pour le travail et surtout Dr Telki, notre secrétaire général. Et je lui passe la parole pour le mot de la fin. Merci beaucoup. Nous sommes à votre écoute. Nous sommes à votre écoute pour les thèmes, pour les conférenciers. Écrivez-nous. Certains pédiatres nous ont demandé les emails des intervenants. Les emails des intervenants, surtout de Dr Jahlat, et sur le site. Aussi Dr Jellouli, Dr Khara, tous les intervenants, les emails sont sur le site. Si vous voulez les contacter, poser des questions, allez-y. J'ai quelques informations à vous dire. Essentiellement que maintenant, nous sommes aussi sur Facebook. Nous avons essayé et nous sommes en train de passer sur Facebook en direct. Et nous avons eu une trentaine ou une quarantaine de participants qui ont posé des questions, etc. La deuxième chose, je viens de mettre le lien du 5e congrès
de neurologie pédiatrique tunisien. C'est un congrès qui commence maintenant et qui se terminera demain et qui passera sur Zoom. Donc, cliquez sur le lien pour vous inscrire. Si ça vous intéresse, la neurologie pédiatrique, c'est un peu ardu. C'est surtout la génétique, l'autisme et plusieurs autres. Il y a 5 pages de programme. Et ce programme se déroulera toute la journée d'aujourd'hui et de demain. On se verra vendredi prochain. Salam alaikum. Merci beaucoup. Allah khair. Au revoir. À bientôt. Au revoir. Baraka.